Et ben voilà, ça marche. Eh ben écoutez, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce live Instagram de chef-d'œuvre dédié à nos coffrets du mois de janvier. Désolé pour le léger retard, j'étais bloqué avec l'application d'Instagram, mais voilà, ça remarche. Et bien sûr, je suis très heureux de vous retrouver en ce début d'année pour évidemment vous souhaiter d'abord bien sûr à toutes et à tous une merveilleuse année 2022, qu'on vous souhaite évidemment extrêmement pétillante. Oui, j'ai mis les petites lumières derrière pour que ça soit l'ambiance encore un peu festive de Noël. Mes enfants aiment bien s'amuser avec ça. En tout cas, je voulais vous souhaiter une belle année 2022. On va faire beaucoup de soirées dégustation, on va faire beaucoup de belles choses. La petite vague du Covid qu'on se fait là va certainement nous apporter évidemment un peu de tristesse encore pendant quelques semaines, mais bien sûr on renouera avec l'équipe de chef-d'œuvre, avec toutes les parties événementielles, les soirées, les sorties dans le vignoble, tout ce qu'on fait jusque-là. Et on espère évidemment vous retrouver très nombreux à ces événements dès qu'évidemment on aura repris un petit peu la vie, comme on aime évidemment la vivre depuis 10 ans. Cette année sera très particulière pour chef-d'œuvre puisque nous aurons la chance de fêter les 10 ans de ce club créé vraiment pour des amis au départ et dédié bien sûr aux amateurs. Et bien sûr on fêtera les 10 ans dignement de chef-d'œuvre cette année. Et je profite évidemment au nom de l'équipe, bien sûr, de toute l'équipe de chef-d'œuvre pour vous dire merci de cette fidélité. Si on est encore là, c'est grâce à vous et c'est grâce évidemment au public qui nous suit et qui depuis 10 ans donc vivent ces soirées, reçoivent ces coffrets et donc finalement permettent évidemment à cette aventure de bien continuer. Voilà, donc ce soir on va parler des coffrets de janvier, d'une sélection qui, vous allez voir, évidemment va peut-être être un peu percutante. J'ai voulu un petit peu vous emmener ailleurs, vous apporter évidemment un petit peu de curiosité, vous amener aussi des plaisirs qui, vous allez voir, sur la présentation des vins, va commencer comme ça à peut-être piquer votre curiosité. Moi 2022, je le place vraiment sous cette égide, sur la découverte de nouvelles sensations, mais surtout le partage de nouveaux plaisirs. Et j'espère qu'au travers des bouteilles que l'on va présenter ici, vous allez vibrer un petit peu comme nous. En tout cas, on va commencer sans hésiter avec le coffret En route vers les étoiles. Vous savez que c'est le premier coffret de chef-d'œuvre. C'est celui sur lequel tout est à commencer. 3 instants de consommation, 3 plaisirs différents. Souvent une petite bouteille de consommation, voilà, de gourmandise, une bouteille de curiosité, voire de terroir qui a une griffe un peu supérieure, ou alors des fois un savoir-faire assez particulier. Vous allez voir que le choix qu'on a fait dans cette catégorie est très audacieux sur le mois de janvier. Et puis on terminera avec la bouteille qui mérite un petit peu que vous sortiez l'Argenterie, un vin avec une dimension terroir et gastronomique beaucoup plus importante et surtout voilà, un positionnement différent. Donc on respecte évidemment cette hiérarchie. Alors cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, on va commencer évidemment par le premier vin et le blanc qui est le grand vin en fait de cette série, puisque évidemment ça a plus de sens de commencer par les blancs. Mais je vais vous faire cet exercice là parce que le vin qui sera servi derrière, c'est un rosé. Oui, on a mis un rosé dans un des coffrets du mois de janvier chez Chef-d'œuvre et on n'est pas tombé sur la tête. On voulait vous raconter une histoire vraiment singulière, celle de Julien Castel qui fait ce vin absolument merveilleux qui s'appelle For My Dad. Ça, vous allez voir, c'est complètement bluffant. Il faudra vraiment que vous goûtiez si vous n'avez jamais fait la rencontre encore avec ce flacon merveilleux. Et on terminera avec la petite cuvée de fruits qui est un rouge pour ce mois de janvier. Donc, sans hésiter, on commence la présentation de ces plaisirs avec évidemment, alors j'ai perdu une de mes bouteilles, elle est là, le premier vin. J'espère que vous êtes équipés d'un beau verre, c'est presque sympathique de prendre l'apéritif tous ensemble. Si vous avez envie évidemment de partager, n'hésitez pas à ouvrir ces bouteilles si vous avez à la maison, mais sinon peut-être simplement prendre un verre, c'est toujours sympathique. Ces 3 bouteilles que on va vous présenter, vous allez voir, sont ont une griffe. On est sorti un peu bien sûr des régions très classiques, très connues, très établies, ou des profils de vins qui sont évidemment très établis. On espère en tout cas vous piquer en curiosité à travers ce live Instagram et vous donner envie également de vivre un petit peu ce que sont ces coffrets, hein, du partage, de la découverte et souvent parfois aussi voilà, de l'apprentissage. On espère en tout cas vous passer quelques messages au travers de cette vidéo de présentation. Alors un petit mot sur le premier vin qu'on va déguster. On va débuter avec un peu de soleil. C'était un peu la promesse dans la lettre de chef-d'œuvre sur ces coffrets, du soleil
soleil, des paysages colorés d'Italie, surtout des plaisirs un peu différents, nuancés. Moi, je voulais simplement vous présenter, bon, on avait mis il y a quelques années dans un coffret de chef-d'œuvre un magnifique rouge de l'Etna de chez Passo Picciaro, qui est une adresse très solide de l'Etna. Mais de plus en plus, et avec évidemment une énergie assez conséquente, les Italiens ont élevé le ton encore, et beaucoup de très bons domaines sur l'Etna proposent aujourd'hui des grands blancs, des grands rouges, des parcellaires, avec un climat qui est singulier, qui est frais, on va en parler, un terroir volcanique ou sablonneux et magnifique, des vignes souvent pré-phylloxériques puisqu'elles n'ont pas le phylloxéra sur place, de l'altitude, on monte à 850, 900 mètres parfois, on peut même aller jusqu'à 950 voire 1000 mètres pour certains vignobles, c'est quand même considérable. Et puis d'une certaine manière, ce qui est intéressant sur l'Etna, c'est bien entendu les propositions sensorielles proposées par les cépages autochtones, bref, tout ce que l'Italie en fait comme signature, comme griffe peut proposer, et c'est un petit peu ce que je voulais vous proposer donc dans cette première bouteille Etna Bianco Passo Picciaro, avec ici la cuvée Archi-Neri. Alors, d'une certaine manière, on est vous savez, chez Chef d'œuvre, on adore les grands vins italiens et on adore défendre un petit peu cette diversité variétale, ses profils, ses styles. Mais souvent, on l'a fait avec des rouges. Les Nerello Mascalese sont magnifiques sur l'Etna. Si vous aimez ces fragrances, fraises au sucre, vieux balsamique, petites notes de fruits du maquis, des fois un peu, avec la petite Tradrigan qui traîne comme ça, c'est des fragrances qu'on trouve souvent sur les Nerello Mascalese. Et surtout, ce qui est intéressant merci pour les commentaires, c'était sublime du volume avec une grande fraîcheur marine. Mais il y a Julien qui nous suit, bon, c'est parfait, il va pouvoir intervenir alors. Bref, on va vivre cette bouteille en live tous ensemble. Mais je voulais simplement vous expliquer un petit peu ce qui m'attire moi sur ces vignobles italiens. Ce que j'aime dans les blancs, dans les rouges, en général sur les grands vins italiens, ils ont des super dimensions variétales, hein. Il y a plus de 500 cépages en Italie qui sont tous très intéressants. Mais moi, ce que j'adore en tout cas dans la majorité des grands italiens, des vins de terroir, j'entends, pas des vins techniques ou de cave, c'est les contrastes, c'est les bouches, les amplitudes, la fraîcheur, le volume et la fraîcheur. J'aime bien tous ces contrastes-là, je les adore dans les Nebbiolo, bien sûr, j'adore le Piémont, mais les grands Nerello Mascalese ou les Sangiovese infusés me font aussi fondre. J'aime aussi, bien sûr, des cépages qui ont par exemple un petit peu plus de signature quand on parle de petits cépages autochtones. Donc l'Italie, en fait, selon les régions, arrive à proposer des choses vraiment chouettes qui n'ont pas simplement le goût de ce qu'on fait chez nous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour l'amateur, en tout cas, on arrive à aller chercher encore un petit peu plus de plaisir ailleurs. Et donc avec cette cuvée, Archi-Neri, qui est une belle cuvée de chez Pietra Dolce, donc un très bon domaine de l'Etna, eh bien, vous allez pouvoir évidemment vous plonger un petit peu dans tout ça. Alors pour la petite anecdote, là, on va faire un petit saut quand même en altitude. Les vignes de cette cuvée sont à 850 mètres. Elles ont entre 100 et 120 ans. Donc, c'est pour vous dire à quel point aussi on a des âges très vénérables sur cette Etna et sur ces terroirs en fait préservés. J'aimerais simplement souligner le fait qu'à cette altitude, on est sur des climats qui sont ceux de la Suisse. Et donc, d'une certaine manière, pas trop de... Sauf erreur, tu n'as pas encore proposé de vin du Sud-Tyrol. Ça viendra, Paul, ça viendra. On en a proposé de quelques-uns, mais dans des soirées dégustation. Je referme la parenthèse. Donc voilà, un climat plutôt frais, qui rappelle évidemment que c'est un peu plus des terroirs montagnards, avec des grands écarts thermiques, qui permettent évidemment à ces vignobles de préserver l'acidité et d'avoir une forme de contraste. C'est un petit peu ce que j'aime. Et dans cette cuvée, donc c'est un pur Caricante. C'est-à-dire que bon, souvent il est assemblé avec un autre cépage, le Catarato, mais moi je préfère les purs Caricante. Je trouve qu'en d'une certaine manière, on va jusqu'au bout du schéma. C'est-à-dire que là, on est sur le prisme d'un lieu, d'un terroir, d'un cépage, et avec cette signature évidemment de l'altitude, le volcanisme, le terroir un petit peu aussi sablonneux qui préserve évidemment du phylloxéra, donc déséquilibre. Et c'est intéressant d'ouvrir cette parenthèse sur ce vin. On sait que les bouches des vins qui sont nés souvent de vignes
Franc-pied sont d'une certaine manière un petit peu plus désaltérantes, un peu plus fraîches. J'invite d'ailleurs tous les passionnés à être extrêmement concentrés sur ce phénomène. On sait qu'une vigne qui n'est pas greffée, par exemple, hein, j'étais encore chez Dagno cette semaine et puis on dégustait quelques vignes franc-pied. En fait, on a un côté watery, on a un côté eau de riz. Enfin, on est quelque chose de très suave et pas trop, on a moins de glycérol sur les vignes franc-pied que ce qu'on a par exemple à structure alcool équivalente sur une vigne qui est greffée. D'une certaine manière, ce qui est intéressant dans les vignes franc-pied, c'est la capacité qu'elles ont à faire en fait, à créer de la fluidité et du plaisir immédiat dans les sensations tactiles. Voilà. Donc je ferme la parenthèse. Évidemment, ce Carré Canté de Pietradolci est un millésime récent, c'est un 2020, donc voilà, il faut bien entendu lui donner de l'oxygène, mais là sans phénomène de réduction trop prononcé. Vous allez pouvoir tout de suite un petit peu vous plonger dans cet univers. Moi j'ai adoré, quand on met le premier tour de verre, on est dans la pierre chaude, le côté anisé, la petite dimension des agrumes de Méditerranée, sur quelque chose de pierre un peu humide, petit côté un peu aussi melon d'eau. On a ce caractère qu'on a dans certains sakés Jumai Daijinjo qui sont, vous savez, des sakés très purs, sur le côté encore un petit peu fermentaire. On sent que c'est des lits fines, c'est des levures indigènes ainsi qui travaillent ici aussi ce vin. On a très peu de couverture, on n'a pas du tout de couverture de l'élevage. Donc moi j'aime ça. On est sur quelque chose qui est relativement pur et net, et ce derrière les premiers tours de verre. Alors, vous allez voir que ce qui est intéressant, c'est que plus vous allez voir venir ce vin, plus il va vous amener d'abord dans un registre de Méditerranée. Mais en plus, après, il va profiter un petit peu de son ouverture pour sortir de ce côté un peu lit, un peu réduit, très léger comme ça, pour quelque chose de beaucoup plus consistant et beaucoup plus aromatiquement ouvert, hein, au fur et à mesure que vous allez l'ouvrir. Mais après, plus vous plongerez dans le vin, plus vous irez sur les instances un peu fumées du volcanisme, qui sont aussi, évidemment, la signature des terroirs de ces lieux, qui sont assez particuliers. Alors, aérez-le bien, donnez-lui de l'oxygène à ce vin, et il le mérite. Moi j'aime beaucoup voir en tout cas ces vins se poser, mais je les adore surtout se voir se minéraliser. C'est un peu comme les grands blancs corses ou les grands blancs de certains secteurs du sud de la France. Quand ils sont un petit peu comme ça sur la jeunesse, ils n'ont pas encore tout à fait la dimension qu'on pourrait leur prêter. Mais quand ils ont 2-3 ans de bouteille, c'est complètement fou à voir vieillir. Et je trouve que ça vieillit très bien ce genre de blanc. J'en avais pas mal au Royal Monceau quand on travaillait au Royal Monceau. Et on travaillait beaucoup les blancs de l'Etna parce qu'ils avaient évidemment des sapidités, des fraîcheurs et des signatures et des griffes qui accompagnaient pas mal de plats. Surtout, on travaillait beaucoup le cru, on travaillait le poulpe, on travaillait plein de choses comme ça qui étaient merveilleux avec. Alors, vous voyez, ce nez là, moi j'aime bien ce genre de signature où en fait on n'a rien à voir avec ce qu'on a chez nous tout simplement. Et puis on a ce côté voilà un petit peu citron de menthon confit, le caractère anisé, la roche volcanique derrière qui pousse un peu, ce côté un petit peu fumé. C'est intéressant. Ça pourrait se confondre avec certains Riesling jeunes de terroirs volcaniques ou sur un millésime un petit peu dense, quoi, hein, par exemple, hein, sur l'extrême jeunesse. Mais on sent que c'est pas juste un vin qui est fait avec des pipettes pour une cuve, quoi. Alors regardez ça, c'est un vrai sourire. Moi ce que j'aime c'est, on a l'acidité, certes c'est un cépage qui en a un petit peu à cette altitude, hein, on voit bien, mais c'est pas des acidités mordantes. Moi ce que j'aime c'est bien sûr le contraste, c'est un petit côté extrêmement salin sur la bouche. Ça a des sels minéraux ce côté un petit peu sapide, ça va tirer comme ça, un petit peu comme si on mettait du sel sur le creux de la langue. Donc c'est pas qu'une fraîcheur d'acidité, c'est une fraîcheur aussi saline que j'aime bien et qui contraste un petit peu ce confort de bouche et qui apporte en fait finalement beaucoup de relief à cette dégustation. Je noterai simplement avec vous tous que c'est un équilibre à 13 alcools, donc on est vraiment on dirait dans un équilibre du Nord, hein, on n'a rien à voir avec évidemment ce que on a toujours peut-être en tête quand on parle de blanc du Sud, Solaire, Sardaigne, etc., Sicile ou autre. Donc là, on est quand même sur des équilibres qui sont évidemment extrêmement salivants et qui permettent évidemment au Carré Canté ici de rayonner dans sa salinité, dans cette instance très singulière. Alors, très fine amertume, un peu de peau de citron, de choses comme ça. Ce côté presque un peu poivre sauvage blanc aussi, hein, qui vient titiller un petit peu la fin de bouche comme ça. Moi, ça me donne envie de boire ce genre de vin.
Je trouve que ça appelle les agrumes de l'hiver. Là, vous allez rentrer dans la saison. Vraiment, je vous conseille de jouer avec ça. Les agrumes de chez Bachès, là, ils font des trucs merveilleux. De la main de Bouddha, du cédra. Vous pouvez faire des très beaux accords sur tout type d'agrumes, des bons citrons, même le citron caviar, si vous aimez travailler un petit peu cette petite bille qui claque en bouche comme ça. Pour moi, ça appelle de l'iode. Ça appelle des petites billes de caviar, de citron caviar, ça appelle plein de choses. Donc ça peut être un carpaccio de Saint-Jacques, vous êtes dans la saison, avec une très très bonne marinade, des belles herbes fraîches, un peu de citron caviar, vous amenez l'Etna blanc dessus, et là c'est feu d'artifice en bouche. Il faut essayer ce genre de blanc avec ce genre de contraste, c'est vraiment très très intéressant. Tout ce qui est marin, tout ce qui est un peu salin, iodé, si vous voulez jouer sur la carte de la Méditerranée, vous pouvez jouer avec le poulpe. Nous, on faisait des soppressata de poulpe. Je me rappelle, au Royal Monceau, on servait des blancs comme ça. C'est donc une forme de carpaccio très très fin de poulpe sur laquelle on mettait évidemment un petit peu de fenouil cru et cuit parce que ça marche bien avec l'agrume et ça marche bien aussi avec l'huile d'olive, avec tout ça. Donc vous pouvez faire des très très beaux accords et aller essayer un petit peu des associations comme ça qui vous emmèneront en Méditerranée avec ce blanc au moment où en fait finalement tout le monde a besoin de soleil. Ce vin aurait pu bien sûr être dans un coffret de juillet sur la dimension estivale, mais moi ce que j'aime bien là, c'est quand on est sur la Saint-Jacques, le cru, les beaux poissons cuits et crus, quand on travaille un petit peu comme ça les chairs et quand on ajuste comme ça un petit peu de twist pour les mettre en valeur, ça peut être très chouette. Si vous n'aimez pas les poissons, vous pouvez même faire le test sur un joli tartare de veau que vous assaisonnez bien. Vous pouvez même faire un contraste terre-mer, hein, ça marche bien, ça tartare de veau, petite quenelle de caviar ou des choses comme ça. Si vous aimez les associations un peu pointues, je vous assure que quand vous avez un blanc qui trace comme ça, qui est salin, ça marche très très fort. Bref, tout ça pour dire que cet Etna blanc de Pietradolce est d'une certaine manière une réponse à ceux qui aiment évidemment les blancs de fraîcheur, les blancs sapides, les blancs, ceux qui ont des palais plutôt du nord, ceux qui préfèrent les vins un peu plus saillants que les vins épais et denses. Et on voit évidemment dans cette bouteille qu'il n'y a pas simplement juste une envie de faire un joli blanc, mais surtout d'abord une vraie signature. Elle est géologique, elle est bien sûr ampélographique et elle est aussi ici stylistique puisque bon ce 2020, moi j'aime beaucoup le style du domaine sur les blancs particulièrement au domaine. Ils font des rouges aussi, des Nerello Mascalese qui sont bons, mais il faut monter un petit peu dans les cuvées. Et notamment ils font une cuvée de rouge de Vigne Franc de Pied qui est magnifique à 900 mètres. Mais mais c'est des prix quand même qui commencent à décoiffer. Alors on comprend évidemment l'engouement aujourd'hui du marché pour l'Etna. On voit bien aussi pourquoi l'Italie classifie un petit peu ces grands producteurs de l'Etna parmi évidemment les locomotives aujourd'hui très qualitatives. On va dire que c'est la nouvelle région un peu trendy à la mode d'Italie et dans laquelle évidemment les passionnés certainement se retrouvent pas mal. C'est pour ça que tout ça fonctionne très bien. Voilà pour ce premier plaisir. Etna Bianco de chez Pietradolce, cuvée Archineri 2020. Pas mal. Alors, deuxième plaisir, je sais qu'il est avec nous puisqu'il commentait tout à l'heure, j'espère qu'il est encore là. Julien, ça c'était un des coups de cœur de fin d'année qu'on voulait absolument présenter dans Chef-d'œuvre. Et sincèrement, quand ça a été possible, ça a été une des plus belles surprises de cette fin d'année. Donc merci à Julien Castel d'avoir accepté de nous céder une belle partie de sa production de Formaidad, ce rosé assez sensationnel qui, moi, c'était un choc, franchement. Pour la petite anecdote, j'ai un client chef-d'œuvre assez passionné qui cet été m'envoie une photo en me disant « Mais tu connais ça, c'est un truc de dingue, faut absolument que tu goûtes, patati patata. » Donc ni une ni deux, en rentrant, on a évidemment investigué tout ça. Je remercie, il s'appelle bien sûr Arnaud. Et je remercie Arnaud d'avoir été le moteur de cette découverte et surtout d'avoir encore une fois comme ça piqué ma curiosité autour de ce vin qui est finalement, effectivement, est une signature et pour lequel j'ai flashé. Donc quand Julien est venu chez Chef-d'œuvre nous présenter un petit peu son travail à la Cadière d'Azur, son travail sur le bassin méditerranéen, sa vision, son envie surtout de faire des vins qui ont une griffe et une signature autre que ce qui existe et ce qui est peut-être un peu trop évident dans l'univers des rosés, de Bandol, de tout ce secteur. Peut-être en fait de quelqu'un qui a envie de pousser le curseur assez loin, bien sûr en agronomie, mais surtout après dans le travail et l'appréhension. On dit toujours, hein, avoir un beau produit c'est une chose, mais faire une grande recette c'est aussi avoir une vision, un peu comme un chef, un peu comme quelqu'un qui a de l'instinct, qui a évidemment une personnalité. Et donc d'une certaine manière, quand on a découvert ce rosé, moi la première chose que je me suis dit, bon, derrière ce vin il y a un message, il y a une envie, il y a quelque chose. Et donc quand j'ai dégusté Formaidad et surtout 2019 parce que j'adore les 19, enfin j'adore les rosés des 2019, j'ai adoré 2019.
2019 en rosé. J'ai adoré 2019 en blanc, surtout le bassin méditerranéen. Je pense que ça fait partie pour les Vermentino, pour les très très grands blancs du sud, du millésime un peu merveilleux duquel on rêvait depuis très longtemps. Peut-être que c'est en termes d'équilibre le meilleur depuis 2016. Et de cette manière, ce rosé Formaidad, il a déjà la signature du millésime 2019 qui, à mon sens, a plus d'éclat, de sapidité que d'autres, intéressant à souligner, hein, même sur les rosés. D'ailleurs, les rosés 2019, pour la petite anecdote, on les a quasiment presque passé la trappe parce que on devait les découvrir pendant l'année 2020 ou quand le Covid nous est tombé dessus. Et rappelez-vous qu'en fait, tout était fermé. Il n'y a pas eu vraiment, on n'a pas vraiment compris, hein, on n'a pas vraiment saisi tous les messages de 2019. Mais de tous ces vins qui sont sortis sans qu'on s'en rende trop compte en fait. Et puis ce que j'aime bien dans cette cuvée, c'est que évidemment l'approche dans laquelle on appréhende les rosés ici, c'est plutôt l'approche d'un grand blanc. C'est l'approche d'un grand blanc qu'on a élevé, c'est l'approche d'un grand blanc qu'on a texturé, c'est l'approche aussi d'une forme de naturalité aromatique fabuleuse. On est très très loin, vous allez voir, des rosés pâles, techno, fermentaires, etc. qui inondent le marché du vin en Provence et à Bandol. On est vraiment sur une recherche de texture, de saveur, de plaisir. Et donc, je vous invite pour ceux qui ont la bouteille, à y aller et à regarder un petit peu, vous allez voir la robe de ce vin qui a une vertu gastronomique exceptionnelle. J'ai trouvé ça complètement dingue, d'ailleurs de plaisir, parce que très très dépaysant, très très nouveau, et à la fois tellement gastronomique. Donc, on va en parler un petit peu évidemment avec ce flacon. Alors un petit mot évidemment sur ce rosé qui est, voilà, vous avez vu à la robe, elle est ce côté un petit peu orangé des reflets, cette dimension finement, enfin on a presque la robe, vous savez, de certains vieux champagnes, ce côté un peu cuivré. Qui vient tranquillement chatouiller comme ça les bords du verre. On a une brillance en fait qui souligne évidemment la fraîcheur intrinsèque des 2019. Mais regardez, ça rappelle presque la robe de certaines belles cuvées de champagne rosé. Vous voyez, on mettrait des bulles là-dedans. On n'a pas de dégradé d'évolution, hein, mais on est sur cette robe un peu cuivrée qui est mystérieuse et qui a une signature clairement autre. J'aimerais simplement ouvrir une parenthèse et dire simplement que la couleur des rosés est un faux débat, qu'il faut tordre le cou à ça, et une bonne fois pour toutes, parce que ça n'a aucun sens. Les rosés pâles sont comme ci, les rosés colorés sont comme ça. Non, pitié, on arrête là. On essaye surtout de se concentrer sur ce que le vin a quelque chose à vous donner. Et ça, c'est vraiment moi ce que j'aime, en tout cas ce que je recherche dans un rosé, c'est qu'au moins à la base, il ait un tout petit peu de la signature du cépage qui le fait naître, si c'est possible. Quand on n'est pas en phase avec des trucs fermentaires, bananes, co, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on arrive un petit peu. Mais si on arrive au-delà à dépasser ça et à aller chercher en fait un univers, là c'est encore mieux. C'est un peu clairement ce que proposent certains rosés de Bandol quand ils sont un petit peu vieillis. Je pense à Terre Brune, je pense à, je sais pas moi, au rosé de la Bégude, des choses comme ça. Là, il y a une vraie griffe, il y a un truc, on va chercher, il y a une dimension gastronomique surtout. Mais ce rosé, donc Julien, qui est l'auteur de cette bouteille, eh bien, c'est une vision, c'est un savoir-faire et c'est un travail. Alors, je vous inviterai à aller voir bien sûr sur la fiche de chef-d'œuvre un petit peu ce qu'on a écrit. Pour nous, ça a été vraiment un choc gustatif. Et puis, vous découvrez un petit peu tout le bagage technique, l'élaboration de cette cuvée. On va pas rentrer dans des millions de détails ce soir. L'idée, c'est vraiment de vous donner envie, de stimuler surtout votre intérêt pour ce rosé très spécial. Mais surtout après, vous allez voir, là, je vais en parler un petit peu. Et ce que j'adore, c'est bien sûr la complexité. Alors ce bouquet, moi, ce que j'ai adoré sur les premiers vins qu'on a dégustés, c'est qu'on a un véritable travail sur l'élevage. On a un véritable sensation en fait d'un vin posé, nourri, enrichi dans son milieu par le milieu fermentaire, un peu comme finalement on pourrait avoir sur certains grands muscadets de race et de terroir une forme de concentration des saveurs par les lits, par cette dimension en fait, par cette étoffe apportée par les lits. Au nez, ça se sent un petit peu, on a un petit couvert très léger de l'élevage qui vient là, donc c'est élevé un petit peu comme un blanc, hein. On a cette dimension qui rappelle des nez de blanc. D'ailleurs, ça serait intéressant de mettre ce vin dans un verre noir pour voir évidemment ce que chacun dirait. Mais on a très fine réduction, petite accroche évidemment un tout petit peu sur le côté. Moi j'ai une petite fleur, petit couvert un peu cappuccino comme ça, et derrière on plonge sur la grenade, l'orange amer, le côté écorce d'orange confite un peu. Ce côté un petit peu aussi, c'est assez singulier. Je trouve que c'est précis. Il n'y a pas d'alcool et donc dans cette mesure, on a affaire à quelque chose qui happe un petit peu. Alors on a évidemment sur
sur ce vin le sentiment en fait qu'on a voulu faire quelque chose d'un petit peu plus élaboré, plus structuré. Mais le pire, c'est la bouche. Vous allez voir, c'est très intéressant comme contraste. Allons-y. Alors, la bouche. Alors, je reviens un petit peu au sentiment tout à l'heure. Vous savez, de ces rosés champenois gastronomiques. Globalement, si on avait, je pense que s'il y avait une effervescence fine dans ce vin, on pourrait dire que c'est une cuvée de gastronomie d'un grand champagne rosé, mais sans bulle. Voilà, on irait comme ça. Je trouve qu'il y a une dimension tactile, un petit peu en confort comme ça, animée tout de suite d'une sensation salivante très très bonne, du sel. On n'a pas que en faire à quelque chose de fluide. On a une étoffe et un gras sec qui est assez persistant, et aussi une persistance aromatique intense de ces arômes, avec en rétro-olfaction comme ça la petite signature un petit peu de l'élevage qui revient, qui rappelle un petit peu le travail et l'élevage surtout, qui sont d'une certaine manière la signature de ce vin, hein, clairement. Et puis surtout, on sent que le vin est posé et a pris son temps. Et ça, c'est très important dans les rosés parce que très souvent, on les juge pour ce qu'ils sont, dans l'instantanéité, peut-être dans le caractère capricieux de leur jeunesse. Des fois, bon, c'est relativement simple. Là, on voit bien en fait que la matière est complètement posée. Il y a très peu de couverture sulfitique, il n'y a pas de phénomène de fermentaire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui donne du plaisir et surtout de la dimension grâce à ce caractère posé du vin. Alors moi, ce que j'aime bien aussi dans ce vin, c'est que on hésite entre l'amertume quasi tannique des vins. On voit qu'il y a eu un travail sur les peaux. On voit qu'il y a eu un élevage, un arrondi des... c'est vraiment la douceur de l'élevage, le côté un petit peu suave apporté par la barrique, qui contraste l'amertume des peaux et qui, grâce à l'équilibre des 2019, tire comme ça la salive et fait quelque chose de très chouette. On finit tranquillement un petit peu sur l'écorce de clémentine, le côté... moi je termine un petit peu comme ça sur le côté agrume qui agrume un peu confort, un peu sucré, hein, qui termine un peu le côté un peu kumquat. J'aime bien ces saveurs là en tout cas. Et donc dans ce vin, même si on a affaire à un rosé, pour moi on va ailleurs. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et je voulais évidemment en parler dans ce coffret comme étant évidemment un vin expérience, clairement. Il faut goûter ça. C'est un vin expérience qui permet évidemment de voir où est-ce qu'on peut aller plus loin, sans vouloir faire non plus, et c'est ça qui est important, hein, des rosés travaillés sous bois, etc., des cuvées un petit peu élevés et ambitieux avec des prix délirants. On en trouve sur le marché. Il y a des gens qui l'ont fait. Il y a eu Garus, il y a eu tous ces vins-là. Il y a les vins de Bertrand. Donc, Bertrand, aujourd'hui, ce qui compte là, c'est pas de faire un monstre. L'idée, c'est de faire quelque chose d'extrêmement savoureux, de très équilibré avec ce travail sur les rosés. Et à mon sens, hein, quand on est un petit peu esthète, quand on veut chercher la curiosité dans cet univers des rosés, et quand on veut évidemment voir jusqu'où on peut pousser le curseur, cette cuvée Formaidad, cuvée un peu hommage, hein, quelques milliers de bouteilles simplement, est un travail intéressant qu'il faut bien sûr, en tant que passionné, aller chercher pour aller derrière. Bon. Bon, je me suis régalé. Merci pour ce plaisir. Alors, pour le marié, très petit conseil. Moi, je vous invite à faire des petits mariages sympathiques sur ça. Jouez aussi sur la tonalité de la clémentine, l'écorce d'orange, les choses comme ça. Ça va marcher du feu de Dieu. Hein. Donc, si vous êtes en mode créatif, hein, un petit caramel d'agrumes comme ça que vous ponctuez avec un petit peu de vinaigre blanc balsamique, pam, vous mettez ça en condiment sur quelque chose. Ça peut être... je sais pas moi, alors si vous êtes en mode Top Chef, un homard au sucre d'agrumes, ça peut être, si vous êtes en mode apéro, un très beau fromage avec ce petit condiment. Mais surtout, moi ce que j'aimerais évidemment vous inviter à faire, c'est à travailler un peu l'épice, l'écorce, le côté... moi ce que j'aime bien travailler, c'est le piment d'Espelette. J'aime bien aller chercher un petit peu le côté des fois gingembre, j'aime bien aller chercher des currys doux, surtout quand il y a un peu de douceur, tout ça. J'aime bien servir ce genre de vin avec, ça fonctionne du feu de Dieu. Et essayez en fait ce genre de vin un peu travaillé comme ça sur l'amertume, etc., qui ont cette petite signature un petit peu sur l'écorce comme ça, eh bien ça fonctionne très très bien. Le safran également serait très intéressant à mon sens sur ce genre de plaisir.
Et il faut aller évidemment dans votre bibliothèque culinaire pour évidemment vous nourrir des possibilités offertes par ce vin. Évidemment, faut pas de glaçons dedans, on le sert pas cet été à des amis trop glacés. C'est un vin de gastronomie. D'ailleurs, moi j'ai fait le choix tout à l'heure de le servir évidemment dans un joli verre, mais surtout aussi de pas le servir trop froid, hein, parce que là vous bridez plus la texture qu'autre chose. Et je vous invite vraiment à voir ce vin comme un grand vin de gastronomie. Voilà, je termine tranquillement cette parenthèse autour des vins de Julien Castel. Notez bien ce nom. Je pense que dans le paysage de Provence, c'est quelqu'un qui va faire évidemment beaucoup de belles choses et qui nous a déjà régalé avec certains rouges. Là, Formidable Rosé, c'est un strike total. Merci de nous avoir permis, en tout cas Julien, cette bouteille dans ce coffret. C'était le plus gros coup de cœur, sincèrement, de ces 3 derniers mois de fin d'année 2021. Alors, quelle température pour savourer ce rosé? Eh oui, bien sûr. Alors moi, j'aime bien boire ça un peu. En fait, là, c'est un blanc. C'est un blanc déguisé, hein, c'est un rosé de gastronomie. Moi, je servirais ça à 12-13 degrés, exactement comme un grand blanc de Bourgogne, parce que il a le pH, il a l'acidité, il a l'énergie, etc. On a le gras sec, donc d'une certaine manière, il faut. Moi, je servirais ça plutôt autour de 12 degrés, et c'est très bien. Jamais trop froid. Troisième plaisir. Alors là, on change complètement de catégorie. La catégorie du plaisir instantané. Tout le monde ne boit pas des bouteilles à 30 ou 40 ou 50 euros dans des dîners. Tout le monde n'a pas quand on mange à la maison. Moi j'aime bien aussi avoir, et on en a pas mal chez Chef d'Œuvre, comme ça, des coups de cœur sur des bouteilles très abordables. Là on parle d'une bouteille, la prochaine qui vient c'est moins de 10 euros, donc on parle bien sûr de quelque chose de beaucoup plus simple, mais aussi quelque chose de finalement d'extrêmement intéressant. On était dans une réflexion, dans une soirée de Chef d'Œuvre qui s'appelait Bordeaux en mouvement, sur le fait que la région de Bordeaux soit peut-être, et c'est peut-être certainement le cas, même si on a tendance évidemment avec le Bordeaux bashing à tirer sur cette région pour les scandaleuses augmentations de prix de certains vins qui ont fait 600% d'augmentation, etc. Mais en fait, ça représente 100 propriétés ce phénomène, ou 150 des crus classés et autres, mais les autres font toujours des super vins des fois. Je pense qu'ils n'ont jamais fait aussi bien qu'aujourd'hui. Et surtout, après, on les trouve en rapport prix-plaisir assez dingue. Et Stéphane de Renancourt était assez d'accord quand on en parlait l'autre fois. Il disait, franchement, je pense que peu de régions aujourd'hui arrivent à combiner comme ça autant de plaisir et de signature dans un vin qui vaut ce prix-là. Hein. Enfin, pour un particulier, je parle. Hein. Je vous parle même pas du prix professionnel hors taxe. Donc, faire des vins vendangés main, le fermenteur levure indigène, avec une vraie signature, avec un truc, tout en étant évidemment extrêmement raisonnable. Je trouve que c'est bien. L'entre-deux-mer dans ce paysage Bordeaux supérieur propose encore ça, et il faut savoir que jamais ils n'ont été aussi mûrs et bons qu'aujourd'hui. Et d'une certaine manière, le vin qu'on va présenter là, c'est un bonbon pour adultes, un smoothie pour adultes si on veut, mais quelque chose de très équilibré. J'ai beaucoup aimé, et d'une certaine manière aussi, c'est aussi c'est dans ce genre de vin que vous verrez un petit peu la qualité de 2019 sur les rouges de Bordeaux. C'est un beau millésime, très grand millésime je pense même dans certains cas. On verra s'il aura l'étoffe de 2016 à l'époque, mais moi j'ai adoré ce millésime. Je pense qu'il a d'une certaine manière plus d'énergie et de fraîcheur et peut-être moins de sévérité dans la structure des tanins que les 2016. Et encore cet après-midi je goûtais quelques Pauillac de 2019 et je peux vous assurer que c'est vraiment une année de dingue. Et donc il faut que, pour comprendre un peu un millésime comme ça, il faut goûter le bas de l'échelle, et puis bien sûr, vous aurez l'occasion dans quelques années certainement de goûter le reste de l'échelle et ces grands vins du Bordelais, qui bien entendu arriveront sur le marché au fur et à mesure que les vins se patineront en bouteille. Alors là, on parle de la petite commune de Prégnac, je ne sais pas si vous vous situez, on est dans l'entre-deux-mer, pas très loin en fait, on est dans le Sauternais quasiment, hein, on n'est pas très loin du Sauternais, à la frontière de Prégnac, vous avez Suduiro, la forêt Péraguet, etc. Vous êtes sur des terroirs plutôt alluvionnaires, pas trop de structure, on fait pas des vins plus gros, on fait pas les grenouilles plus grosses que le bœuf. Ici, c'est un pur, je dirais, vin de fruits, pas de bois, pas de technologie fermentaire. En fait, on fait du vin, et c'est bien sûr Gonnet-Médeville. Alors, vous connaissez certainement Julie Gonnet-Médeville, la famille qui fait Château Gillette, Château Les Justices, qui a aussi un micro-terroir aux Érins, donc à Margaux, qui fait cette cuvée. C'est un vin qui nous a franchement séduit pour le prix. Moi, j'aime bien aussi souligner un petit peu le fait que, voilà, on peut pas non plus, quand on se claque une bouteille sur le pouce, casse-croûte, fin de soirée, vendredi soir, quand on veut boire quelque chose de très chouette, j'ai trouvé ça
très efficace et surtout à la hauteur de ce que j'attendais de 2019. Alors c'est 75% de Merlot ce vin, le reste étant les cépages classiques bordelais, c'est de la cuve et c'est surtout en fait, vous allez voir, hein, très efficace. Alors ce que j'aime bien dans le domaine Gone et Medeville, c'est la cohérence entre tout ce qu'ils font. Agilette, vous connaissez peut-être cette propriété, on fait des longs élevages en cuve sur des grands sauternes et des fois on les fait sur 10-15 ans. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les antiquaires un petit peu de sauternes. À Château-les-Justice, toujours sur sauterne, leur vin est un pur jus de botrytis et les vins sont élevés uniquement en cuve. Et là encore, dans cet exercice de rouge, on ne fait des vins qu'en cuve. Globalement, on a moins l'envie, peut-être par rapport au climat, par rapport à la concentration naturelle de ces cépages, etc., je dirais d'arrondir ou de texturer certains trucs. Donc, globalement, ils vont rester sur une forme de cohérence entre l'envie de figer dans le temps, entre guillemets, des messages et de les voir évoluer en bouteille. Alors sur les grands sauternes, c'est une évidence. Là, le but, c'est pas de faire vieillir ce vin. L'idée, c'est de dire, nous, on veut la signature la plus nette, la plus singulière du fruit de nos raisins qu'on récolte mûrs à la main. Voilà, ça s'arrête là. On va pas en parler pendant 3 heures. Ce qui compte, évidemment, c'est de comprendre un petit peu les codes et le plaisir proposé ici. Avec, vous allez voir, petit Bordeaux supérieur plutôt bien foutu, hein, avec cette dimension gourmande du Merlot, assez mûr ici quand même, parce que évidemment ces petites bêtes là, aujourd'hui c'est un peu le problème sur Bordeaux, c'est que les Merlots s'emballent un petit peu, mais franchement, vous allez voir, ça l'habille bien, il n'y a pas trop de surmaturité quand même, on sent que c'est un petit peu chaud, mais d'une certaine manière, bon, je préfère ça que le végétal typiquement, et donc on tombe bien sûr dans le Merlot, un peu noyau, un peu cerise noire, un peu cerise bigarreau, on a le caractère, je trouve un petit peu la pointe de réglisse qui arrive au milieu, la pointe un peu mentholée également, qui anime tout ça. Et puis finalement, c'est un plaisir assez gourmand. On n'en parlera pas 50 heures évidemment de ce vin, mais d'une certaine manière, quand je me mets là-dessus, je me dis purée, c'est précis, c'est net, ça a du fruit, et moi j'ai plutôt été séduit avec une équation prix-plaisir super. Parlons de la bouche de ce vin. Alors comment on pourrait évidemment souligner la caractéristique du millésime? On sent que le 2019 a un petit peu de gourmandise, d'intensité, etc. On voit quand même un petit peu sur la très fine amertume générée par la fin de bouche qu'on a affaire aussi quand même à cette extraction de polyphénol un petit peu naturelle. Quand les degrés sont assez hauts, en fait, on a tendance comme ça à un petit peu appuyer la dimension, la petite amertume très légère que vous avez là sur la fin de bouche. Moi, j'aime bien ce genre de contraste. Il y a des personnes qui aiment un petit peu moins ce genre d'amertume. Moi, j'aime bien l'amertume dans les vins en général. Mais là, on a quand même en fait un petit exercice. Alors, vous voyez, c'est un peu la limite hein, de ces millésimes un petit peu denses comme ça et construits quand on n'a pas forcément des gros socles minéraux ou des super terroirs et autres. Eh bien, on a un petit peu comme ça, on se fait un peu prendre comme ça. Néanmoins, je trouve ça extrêmement raisonnable, entre guillemets, en termes d'amertume à encaisser. Et je trouve que là, on le déguste pour ce qu'il est. Mais quand on l'amène à table sur des trucs un petit peu, qui ont un peu de sucrosité, franchement, je l'ai fait. Vous voyez, cette bouteille a été ouverte, je l'ai bu à la maison. Franchement, ça marche très très bien avec tout ce qui est, quand il y a un petit jus court, quand il y a un peu de gras, quand il y a une viande un petit peu persillée. J'ai essayé avec pas mal de choses et franchement, ça fonctionne. Et l'autre fois, j'ai fait des betteraves rôties. Ça fonctionne très très bien également avec des betteraves rôties comme ça, bien assaisonnées avec un peu de fleur de sel et autres. C'était très très bon et le côté un petit peu évidemment sucré, édulcoré de la betterave fonctionne très très bien. Sans trop d'amertume, ça marche très très bien avec ce genre de plaisir là. Donc vous n'êtes pas obligé d'être évidemment un viandard et de manger de la viande pour vous faire plaisir avec ce genre de choses. Vous pouvez faire des légumes aussi qui fonctionnent évidemment très bien. La betterave par exemple est un tremplin aromatique très bon pour souligner ce genre de vin de fruits à base de merlot. Alors sur ce vin, attention à la température de service, servez-le pas trop froid quand même, parce que on n'a pas le moelleux et le confort de la structure, et on a tendance aussi à figer l'amertume. Hein. On n'a pas trop de tanin, le tanin c'est presque anecdotique dans ce genre de Bordeaux supérieur comme ça, mais d'une certaine manière, c'est mon conseil. Servez pas, autant certains vins, j'aime bien les servir sur le fil de la fraîcheur pour aller comme ça un petit peu chercher la salivation et autres, mais là, attention, sur ce genre de contraste, moelleux, amertume, il faut faire attention à la température de service, plutôt 16 degrés, voilà, n'hésitez pas à le carafer un petit peu, de lui offrir des beaux verres, hein. Évidemment pas de grand vin sans grand verre, même si évidemment ici, on a envie de se régaler pour ce que c'est, évidemment.
Alors voilà pour les 3 vins de ce coffret. J'espère que ça vous a été évidemment très sympathique à écouter, mais en tout cas surtout à déguster pour ceux qui l'ont fait en live avec nous. Ce Bordeaux dont je viens de parler évidemment, ce format Idade Rosé juste épique et tellement unique en dégustation que franchement j'espère avoir été le moteur d'une certaine curiosité avec ça. Et puis cet Etna blanc qui, je l'espère également, va peut-être vous régaler si vous aimez évidemment voyager un petit peu au pays de l'altitude du volcan et de ces signatures un petit peu salines proposées par les blancs de l'Etna. Bref, voilà pour ce coffret découverte, enfin en route vers les étoiles et le premier coffret de chef-d'œuvre. Vous voyez qu'il y a pas mal de petites choses à dire à chaque fois sur ces vins. On va essayer d'accélérer un petit peu parce que sinon je ne tiendrai jamais le timing. Le coffret découverte de ce mois-ci, 2 plaisirs pour ceux qui bien sûr sont abonnés à ce coffret. Donc c'est 2 plaisirs différents, le coffret est totalement construit différemment. On réfléchit plutôt sur de l'instantanéité, du plaisir, des découvertes jusqu'au bout, mais surtout après la mise en relief, je sais pas, de talents, de belles histoires. J'aimerais simplement repasser cette bouteille ici, et ça vous allez voir, ça fait partie des domaines qui m'ont un petit peu séché en fin d'année. J'avais dégusté les 2018, donc Bonnigal-Bonnet, c'est un des domaines de Touraine-Amboise, une histoire qui a commencé en 2013, et surtout, je pense, des gens qui vont faire très très bien. On est en train d'écrire l'histoire, et la machine s'est mise en route. Il y avait un salon à Paris qui s'appelle le Vin de mes amis, dans lequel j'ai redégusté les 2019 de cette propriété. Alors j'avais dégusté les 2018, c'était bien. On sentait que l'empreinte du passage des 2 auteurs de ce domaine, je vous en parle dans quelques instants, chez François Chiden, avait quand même porté ses fruits. Mais on sent bien que les 2019, et ce particulièrement sur les chenins tourangeaux, là on a vraiment affaire à quelque chose où là l'étincelle arrive. Donc je voulais vous présenter l'arrivée de ce domaine, puisqu'il est d'une certaine manière un petit peu nouveau, c'est un nouveau player dans l'offre de Loire. On s'échappe un petit peu des terroirs illustres de Mont-Louis Vouvray, et on n'est pas très loin, on est sur l'appellation Touraine-Amboise. Appellation pas très vaste, 170 hectares, donc d'une certaine manière un mouchoir de poche, c'est l'équivalent d'un village comme Puligny-Montrachet, donc c'est pas grand chose. Il faut regarder un petit peu ce qui se passe sur les différents terroirs lieux-dits. Donc cette propriété a été reprise en 2013 par ces 2 auteurs, donc et surtout approchée en parcellaire à la bourguignonne, avec une viticulture engagée, des petits rendements, l'envie de bien faire. Et surtout après, et c'est ça qui est important surtout, un domaine qui va de plus en plus travailler son style, affiner ses traits. Et donc 2019, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de 2019 sur la Loire, c'est un millésime qui a, si vous discutez avec Jacques Hiblot, avec des gens comme ça, ils vous diront que ça fait partie des grandes années de chenin. Hein. Clairement, on a de la concentration, du sel, c'est des petits rendements, il y a de la maturité, de l'acidité. À part le Sancerrois où des fois j'étais un peu chagriné, globalement 2019 c'est quand même une année de dingue. Hein. Et donc, dans cette bouteille de Touraine-Amboise ici, on a choisi la cuvée qui s'appelle Le Clocher, qui est un terroir de calcaire à Limeray, qui est en fait un hommage, vous allez voir, assez intense en fait au contraste chenin sur calcaire, donc avec un peu d'épaisseur de bouche, de densité et de l'extrait sec et de la salinité. Hein. C'est pas des argiles à silex comme moi je préfère encore plus les argiles à silex, mais globalement j'aime bien la proposition, et c'est surtout en fait un vin qui a gagné beaucoup en précision par rapport à ses aînés. 2018 était chouette, mais 2019 là on commence à rentrer dans la cour des grands. Alors ce que j'ai aimé dans ce chenin ligérien qui récoltait mine de rien un équilibre alcool à 13,5, donc voilà, on est sur un chenin confort et à la fois appréhendable en dégustation jeune. Les chenins qui ont évidemment beaucoup de vivacité sont sympathiques, mais souvent un peu décoiffants, un petit peu pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude. D'une certaine manière, là, il y a le confort et aussi la concentration et le plaisir. Donc vous allez pouvoir évidemment tomber dans ce que le chenin propose de chouette dans sa discrétion. J'aime bien les vins qui sont pas trop variétaux. Le chenin, pour moi, ça doit être la pointe de nef, le coin, les fruits de verger, avec en filigrane évidemment son terroir si possible. Des fois des instances aromatiques liées intrinsèquement au lieu ou à la pâte. En tout cas, moi ce que j'adore dans ce vin, c'est bien entendu cette idée de pureté et de relief du lieu, tout en étant évidemment sous couvert d'une certaine précision. Hein. Et là, franchement, sur les 2019, c'est chouette. On sent que les fermentations ont été très bien, que c'est pas trop sur mur, que globalement, en fait, on sait que toutes les étoiles se sont alignées.
Et les 2018 que j'avais dégusté en comparaison pour la petite anecdote étaient un petit peu plus mou, peut-être pas totalement, était peut-être pas allé totalement au bout des sucres, c'était moins précis, il y avait moins de netteté. Là, on rentre vraiment pour moi dans la cible. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher évidemment les contrastes et de voir un petit peu la progression et la trajectoire opérée par ce domaine. Alors, dans ce verre, vous allez voir, c'est un contraste de plantes, les notes de pommes, de fruits de verger, de coing, gelée de coing très fine. Et puis cette dimension un peu saline, un peu saillante, un peu cet éclat de craie qui est au milieu du verre. En bouche, si vous savez pas ce que c'est que la craie là, je vous assure que vous collez votre langue sur un tableau de craie quoi. Exactement comme ça. C'est hyper minéral, hyper saillant. Ça trace, c'est presque marin iodé en finale. Et sincèrement, le chenin fait juste pas le figure par rapport à la signature du lieu. Et ça, j'aime bien. Parce qu'évidemment, là, on ne va pas dire que c'est un vin de cave ou de cépage. Là, c'est un vin de lieu. Et donc, d'une certaine manière, ce vin illustre dans de cette cuvée Le Clocher de chez 2019 de Bonnet-Gabonais ici, la magnifique capacité qu'a le chenin un peu à s'effacer derrière certains lieux-dits. Là, on sent bien sûr le rythme, l'acidité, le prisme, le côté calcaire. C'est assez libéré quand même. À l'aveugle, je sais pas ce que je dirais. Si je l'avais, je pense que je le collerais peut-être à faire Saumur, parce que c'est un petit peu riche dans la première attaque. Mais après, on plonge direct sur la craie. Et donc, moi, je pense que je le collerais plus dans l'univers de Saumur, par rapport à ce qu'on connaît. Évidemment, les Touraine Amboise de ce niveau, on les connaît un petit peu moins. Il y a aussi d'autres cépages dans l'appellation. Mais voilà, il faut... regardez bien, la salinité, l'iode, le coquillage quoi. On va chercher le coquillage avec ça. Voilà, donc ce Touraine Amboise Le Clocher 2019, c'est un coup de cœur. Le millésime est particulièrement propice, je pense, à cette révélation sensorielle apportée évidemment par le lieu et cette précision et ce gain entre guillemets de netteté dans les vins. Et cette propriété, à mon avis, va faire comme ça une trajectoire assez intéressante, assez excitante. Elle va élargir évidemment le degré d'excellence et de curiosité de ce que la Loire, dans ce secteur tourangeau, peut proposer. Moi, j'ai adoré. Rapport prix-plaisir excellent. Vous noterez évidemment ça, c'est important de le souligner. Et puis surtout, après, c'est un vin qui va vieillir. C'est un vin qui va vieillir très bien. Je pense qu'il va y avoir une forme de... Quand tout ça va se minéraliser et évoluer, il va y avoir quelque chose de chouette. Parce que là, on est sur un travail qui est quand même intéressant. On sent bien quand même que ici, là, il y a eu quand même deux artistes qui sont allés faire leur classe chez les très bons, qui ont compris un petit peu aussi comment ça fonctionnait. Je vous invite bien sûr à goûter ça pour le plaisir des sens. Ensuite, alors, ici, je ne vais pas représenter totalement la bouteille parce que je l'ai fait le mois dernier, mais c'est un très beau Saint-Joseph que j'ai dégusté récemment. Je vais vous en parler. Je vous inviterai bien sûr pour toutes les personnes qui sont inscrites à ce coffret découverte d'aller voir un petit peu sur le site de Chef d'Œuvre l'histoire ici de ce domaine. Mais je vais l'ouvrir pour en partager un petit peu l'essence avec vous. Parce que en fait, au paysage du Rhône Nord, dans le paysage du Rhône Nord, très parfumé, très intense, très envoûtant parfois de la Syrah. Ce que j'aime bien d'une certaine manière aujourd'hui, c'est retomber un petit peu aussi dans le goût de l'antan, dans le goût des fois aussi d'un style un petit peu à l'ancienne. J'aime bien cette propriété, vous allez voir, on va déguster ce Saint-Joseph ensemble, parce que j'aime bien les Saint-Joseph de plaisir, de fruits, etc., un peu comme les Crozes ou autres. Mais ce que je préfère aujourd'hui, c'est, et particulièrement dans la saison qu'on traverse, sur l'automne, sur l'évolution, sur tout ça, c'est le côté grappe entière de la Syrah. J'adore ce genre de plaisir parce que je trouve qu'il y a de la griffe, il y a du caractère et il y a surtout en fait de la sève. Et donc de ce Saint-Joseph 2018, ça a été évidemment un coup de cœur et surtout en fait une empreinte stylistique forte. Donc je vous invite à aller chercher un petit peu ce qui se passe au domaine. La vigne des Pères, domaine Petit Père, c'est la Syrah grappe entière, un peu mûre, dense et à la fois intellectuelle. Qui flirte un tout petit peu, pour ceux qui ont des repères, avec des univers
un petit peu plus nature, mais sans imprécision. Et ça me plaît pas mal. J'aime bien, j'avais adoré moi dans ce vin, les instances un petit peu chocolatées, la fraîcheur mentholée de la rafle, le caractère poivre, mais poivre sauvage, sans un fruit forcément trop nourrissant. Pas trop de signature roucoulante, de la syrah trop variétale. On est plein granit, on sent qu'on a quelque chose qui est plus lieu que cépage. Mais c'est un vin qui est assez intéressant et pour la particularité de ce Saint-Joseph, c'est sa courbe d'évolution dans le verre. C'est vraiment un vin qui toutes les 5 minutes va évoluer et ça c'est aussi intéressant pour ceux qui ont bien sûr envie comme ça de passer un dîner autour d'une bouteille. C'est de comprendre un petit peu comment tout ça évidemment, cette alchimie se fait et comment finalement tous ces plaisirs s'enchaînent. Alors là moi je suis dans le verre avec le poivre sauvage, le noyau, le côté compote un petit peu parce que c'est 2018 hein. Et d'ailleurs on verra avec le 2020, je pense que 2020 va être une super année en Rhône Nord parce qu'on retrouve un peu plus des équilibres septentrionaux hein, de la Syrah où on redescend un petit peu les degrés, on est moins sur les maturités solaires qu'on a connues avec 18, 19, même un peu 17 hein. Mais ce qui est intéressant c'est bien sûr de l'idée que on ait tempéré cette puissance par la rafle et la grappe entière. Alors ça c'est un exercice évidemment, plus vous irez dans les Côtes-Rôties, Crozes-Hermitage, Saint-Joseph, etc. Et plus sur des années, vous verrez qu'en fait la grappe entière fait beaucoup évidemment on revient très fort dessus. Alors ça forge des vins avec du tempérament, ça fait des vins qui ont plus de caractère, de salinité aussi, et peut-être un petit peu plus d'amertume, mais qui contrebalancent souvent les surrichesses. Alors en bouche, j'adore le caractère de ce vin. Je sais pas si vous avez déjà goûté des fois des grands cornas de Thierry Allemand, etc. Mais sincèrement, c'est à la fois sanguin, épicé, posé, et c'est sans sucrosité. Le nez, en fait, paraît plus mûr et solaire que la bouche. La bouche, elle est extrêmement séveuse. Il y a zéro doute sur le fait qu'on soit en Rhône Nord, sur les técots de terroir granitiques. On voit bien aussi l'architecture de bouche, et surtout le grain assez noble des tanins, qui sont plutôt bien enrobés. Et en fait, si on s'attend à un truc assez solaire au nez, en fait, pas du tout en bouche. On voit que c'est une Syrah un peu cintrée, elle n'a pas forcément trop de surdimension. Et de cette manière, moi, ça a été un coup de cœur. J'ai adoré surtout la texture de ce vin. Il y a un grain, il y a de la maturité, il y a des tanins, mais tout est extrêmement bien posé. D'une certaine manière, voilà, ça fait partie des petits trucs, en dehors évidemment de tout ce que tout le monde connaît évidemment dans l'univers de Saint-Jean, qui nous ont bien botté chez Chef d'Œuvre et qui permettent voilà, de terminer tout simplement ce coffret découverte. Vous voyez ici, c'est un domaine repris en 2013 en blanc qui est en train de percer tranquillement comme ça et qui fait des vins de lieu assez spectaculaires portés par un beau millésime. Et là aussi, un retour aux sources, évidemment dans la partie granitique centrale de Saint-Joseph, avec un travail un petit peu artisanal, un peu à l'ancienne, qui scie pas mal en fait à ce genre de plaisir, à ce genre de millésime. Évidemment, on a deux plaisirs qui sont totalement nuancés, mais qui vous permettront évidemment d'aller chercher à table quelques plaisirs. Alors, j'en dis deux, trois petits mots si vous voulez. Là, pour moi, ici, vu la tonalité calcaire, faites une petite nage de coquillage. Petite nage de coquillage, un tout petit peu, petite émulsion un peu crémée dedans. Il faut aller chercher l'iode. Moi, j'adore aller chercher l'iode avec ça. Vous pourriez même essayer avec des plats, je pense que ça marchera très bien, des huîtres. J'adore aller travailler un petit peu le marin, le iodé, avec ce genre de chenin qui tire sur le sel, parce que je trouve qu'ils ont du contraste et que ça fonctionne du feu de Dieu. Mais vous pouvez aller chercher des cristaux aussi de certains fromages. Alors évidemment, c'est pas trop la saison des chèvres, là, faut éviter, parce que c'est plutôt évidemment. Mais si vous la gardez un petit peu dans votre cave cette bouteille, voilà, quand vous arrivez au printemps là, vous irez servir sur certains chèvres un petit peu avec une bonne huile d'olive, une râpée d'agrumes, bam, un coup de Touraine amboise de ça. Je peux vous assurer que vous serez pas malheureux. Et donc, ce Saint-Joseph, lui, par contre, il joue la partition des vins qui appellent des viandes de goût, hein, de l'intensité, jouer sur les poivres, jouer sur l'olive, jouer sur les viandes de goût, les chairs un peu fines, le pigeon, aller chercher des choses comme ça qui répondent bien dans la dimension un peu sanguine de ce genre de propositions. Sinon, vous pouvez bien sûr aller un petit peu à l'encontre de tout ça. Vous pouvez aller tout simplement peut-être jouer sur la tonalité aromatique un petit peu confite d'une viande un petit peu grasse qui aurait comme ça cuite en cocotte et qui est un peu de jus et qui est un peu de sauce.
Voilà. Alors évidemment, là, on n'est pas du tout dans la saisonnalité, mais moi, j'aimerais bien, par exemple, avoir ici de la pluma ibérique, des figues, du poivre, des choses comme ça. Je pense que je serais très à l'aise avec ce genre d'univers si on était bien sûr dans la saison. Bref, dans cette mesure, eh bien, si vous avez mis cette bouteille en cave, sachez qu'elle sera parfaite encore et même meilleure certainement à la prochaine rentrée, septembre. Mais si vous la buvez maintenant, allez chercher des viandes un petit peu appuyées, des choses un petit peu denses, du canard. Hein. Le canard fonctionnera très très bien, évidemment avec ça. J'irai même jusqu'au colvert avec presque cette bouteille. Alors, on va terminer avec la présentation de ces accords B20 avec une Syrah vendange entière. Alors, très bonne question. Je vais répondre à cette question de Dridri 481. Syrah grappe entière, la vraie question c'est quand? C'est-à-dire à quel moment on la boit. Les Syrah grappe entière, c'est des courbes aromatiques ralenties et c'est des plaisirs moins tactiles, évidents. C'est-à-dire que vous les buvez jeunes. Je sais pas si vous avez déjà goûté des guiraudes de chez Alain Graillot jeunes. C'est faut un fouet et vous mettez un coup de fouet en disant que voilà. Par contre, quand les bouteilles arrivent à la maturité, c'est grand. Alors, si vous les buvez jeunes, mon conseil, c'est d'aller chercher des viandes qui ont un peu de gras. Tout ce qui a un petit peu de confort, de gras, de persillé, de choses comme ça. La pluma ibérique, je le citais là. Mais sinon, vous travaillez aussi, pas moi, le jarret. Allez chercher en fait tout ce qui a un peu d'onctuosité ou des viandes en fait qui sont un peu gélatineuses. Parce que là, on a cueilli le tanin et ça marche. À partir du moment où vous avez du poivre, un peu de girofle, un peu de choses comme ça dans la préparation. Il y a plein de choses à imaginer autour de tout ça. Mais allez chercher en fait un peu de sauce ou un peu de gras parce que ces vins qui ont de la sève le méritent. Par contre, quand la Syrah vendange entière se poudre, qu'elle se pose, et quand le vin va arriver à maturité, là on va tirer tranquillement sur l'olive, le menthol, sur ce qu'on adore en fait dans les Syrahs de chez Jamais, de chez, enfin tout ce que tout le monde aime, voilà. Et il faut aller bien sûr chercher beaucoup plus de combinaisons aromatiques autour de l'olive noire, de la tapenade, de choses comme ça, parce que là les mariages sont géniaux. Vous prenez une Syrah grappe entière qui a 7-8 ans et vous servez un pigeon aux olives avec, façon, allez, soyons fous, Jean-François Piège à l'époque il faisait ça, il faisait pigeon foie gras olive noire au crayon. Je peux vous assurer que là c'est le paradis quoi, hein, le paradis du goût et le paradis des plaisirs proposés autour de ce genre de vin. Donc mon conseil c'est vraiment d'aller chercher soit des viandes grasses et un petit peu onctueuses si vous les buvez jeunes, et sinon après, jouer la consonance aromatique. Moi je préfère les mariages fondés sur la communauté aromatique que les mariages de contraste. Je trouve qu'il y a plus de vertu puis d'émotion. Voilà, c'est mon goût perso, hein, perso. Mais essayez voilà, quand vous avez vraiment ces signatures là, le joli poivre sauvage, le menthol, l'olive, ça c'est les grandes Syrahs en grappe entière. Eh bien là, déroulez-leur le tapis et mettez évidemment ça en exergue. Voilà pour le petit conseil. Alors, on termine tranquillement avec les 2 derniers coffrets de chef-d'œuvre. J'aimerais simplement préciser qu'on présente ça depuis à peu près 1 heure maintenant. Écoutez, on va déguster avec... bon, évidemment, il y a plein de coffrets très différents ce mois-ci. Dans ceux qui ont le coffret absolument rouge, 2 bouteilles. Je vais pas tout ouvrir. Mais là, il faut que vous goûtiez ça, les amis. Donc ça, c'est Larocque. Tout le monde connaît évidemment Mazel Perrier. Et surtout ce domaine, Fabien Jouve, qui a, d'une certaine manière, écrit, j'ouvrirai la bouteille parce qu'elle me tracasse, qui écrit sur les terroirs un petit peu d'altitude de Cahors, une forme de partition nouvelle de l'appellation Cahors. J'adore les grands Malbec sur les plateaux intéressants de Cahors. On adore aussi les Malbec quand elles ont des super sélections massales. Je pense bien sûr à Cos Maisonneuve avec cette merveilleuse cuvée Marguerite qu'il faut absolument que vous goûtiez si ce n'est pas le cas. Et aussi de voir un peu comment la relève appréhende ces terroirs, cette structure, ce cépage à structure acide et ce caractère en fait qu'offre le Malbec. Tout en étant évidemment dans une approche parcellaire, bourguignonne, de vin de lieu, extrêmement intéressant. Et donc, ça a été un petit coup de cœur au milieu d'une certaine offre dans un domaine qui va certainement lui aussi écrire une partition de l'appellation Cahors
avec précision, tout en étant évidemment sur une forme de naturalité aromatique. J'aime bien ce mot parce que sans aller dans la dimension des vins nature, je pense que la naturalité aromatique, c'est l'évidence même. En fait, c'est quelque chose qui vous saute un peu au nez avec de la précision. Je suis pas un ayatollah du sans soufre, au contraire. Je pense qu'il faut que les vins soient extrêmement précis et sinon on peut passer à côté de certains plaisirs. Mais là, sincèrement, pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement voilà, salvateur et de plaisir en tout cas pour avoir cette cuvée Larocque dans le verre, grâce à Mathieu qui est avec moi chez Chef d'Œuvre et qui aussi adore les vins de Cahors. Alors, dans cette cuvée Larocque, bah, vous allez voir, c'est le Malbec précis et à la fois déjà expressif, puisque évidemment c'est un cépage réducteur qui mérite du temps, qu'il faut brider en rendement, qu'il faut voilà. Mais vous allez voir surtout, ce que j'ai adoré, et c'est particulièrement là l'intérêt de cette cuvée dans ce coffret, c'est le grain. Le grain, la fraîcheur, le côté, l'acidité qui vient un petit peu comme ça, percuter un petit peu les côtés de la langue, des tanins très très poudrés, très fins. C'est presque dangereux comme vin. Moi je me tape la bouteille tout seul. Hein. Vous passez dans une conversation, vous oubliez que vous êtes autour d'un verre de vin, vous torchez la bouteille. C'est presque excitant comme vin. Très salivant, très peu de tanins. Quand on se fait une idée du Malbec, de ces gros tanins, et quand on goûte ça, on se dit, mais en fait, pourquoi pas. Donc cette cuvée Larocque de Fabien Jouve, c'est une invitation à un regard nouveau sur ce cépage. C'est quand même pas rien, quoi. Enfin, je rappelle simplement qu'il a quand même été, pendant beaucoup d'années, le cépage dominant de Bordeaux. Et c'est quand même un petit peu le cousin de tous ces grands cépages, de grandes structures, dans lesquelles évidemment on met plein de choses sur les tanins. Là, ce qui est intéressant, c'est le côté nuage, la finesse, pas d'extraction, vraiment, ça donne le sourire comme vin. Voilà, donc pour cette cuvée de Fabien Jouve, ici, ça s'est coupé, mais je pense qu'on est revenu. Alors, dernière petite présentation de ces coffrets. Je voulais présenter évidemment le coffret Terroir de légende. Hop. Alors non, j'ai pas précisé, pardon. Le coffret absolument rouge 3 bouteilles, pour ceux qui n'ont pas suivi. Je vais pas tout goûter, sinon j'en peux plus. Hein. Mais globalement, un Pinot Noir de Patagonie exceptionnel, de Mathias Riccitelli. Il faut que vous goûtiez ça. Je pense que la Patagonie est à l'Amérique du Sud un Eldorado de fraîcheur, de terroir, on va dire d'une certaine manière assez frais et aussi assez préservé. Intéressant de voir ça sur des territoires qui ne sont pas forcément irrigués. Donc ça, c'est aussi une réflexion que je vous invite à avoir sur l'Amérique du Sud, parce que l'Amérique du Sud est plutôt dominée par l'irrigation. D'une certaine manière, j'ai rien contre, mais moi j'aime bien quand on dépasse un petit peu ça et quand on arrive à quelque chose de plus complexe. Donc on a mis une cuvée de Pinot Noir en Rio Negro de Mathias Riccitelli qui normalement devrait répondre en fait aux amateurs de Pinot assez infusés et fins, à des plaisirs assez intenses. Et puis il y a une petite cuvée aussi de fruits d'un domaine qu'on a bien aimé également, au domaine Barou, qui fait une cuvée très abordable, un petit peu poivrée comme ça, une petite syrah de gourmandise qui s'appelle la cuvée d'Everne, et c'est 2020, et c'est un plaisir assez instantané en fait, une lecture assez épicée et assez savoureuse de la syrah. Je vous inviterai à aller voir ça également, parce que là encore on est au pays des vins à 10-12 euros quoi, hein, on n'est pas du tout dans les vins qui sont beaucoup plus prétentieux que ça. Donc d'une certaine manière, là on a un coffret qui interroge sur ce Cahors Cahors du 21e siècle, qui ensuite sur ce Rio Negro et ce territoire un peu préservé de la Patagonie, avec Mathias Riccitelli qui fait des pinots noirs assez remarquables, très fins, pour ceux qui aiment voilà, les couleurs peu appuyées, le bouquet de fleurs liquides, les bouches saillantes et fines, et puis bien sûr cette syrah du domaine Barou assez enthousiasmant. Alors je termine tranquillement ce live en vous présentant les deux vins du coffret de Terroir de légende. Là c'est plutôt deux grandes bouteilles pour ceux qui suivent depuis quelques années.
L'idée, c'est de comprendre un petit peu ce qu'ont évidemment les vins avec de l'évolution et des vins de signature. Alors, ça dépend un petit peu des mois. On alterne évidemment, soit des vins sont à maturité, soit les vins sont en jeunesse avec un potentiel. Là, l'histoire est sympa. Les Treilles, c'est un terroir que vous connaissez forcément si vous connaissez Jopiton et ce merveilleux territoire de l'Anjou noir. C'est quand même un endroit préservé de dingue. Bellargus, le domaine qui est aujourd'hui, qui signe cette bouteille, c'est l'histoire d'Yvon Massonat, un entrepreneur, quelqu'un qui a racheté le domaine Jopiton à la vendange 2018, mais juste avant les vendanges. Donc ça, c'est quand même une histoire de dingue. Et les Treilles, puis si on a connu les Treilles, le coteau des Treilles sous l'ère de Jopiton, ici, on a un nouveau souffle qui est apporté, un nouveau souffle économique, une nouvelle notoriété, une vision un peu différente aussi, on va en parler un petit peu. Et cette cuvée de concentration incroyable, petit rendement, serroir extrêmement pauvre, 3 niveaux dans le coteau de type de sol, des petits rendements, et du chenin qui pousse fort en puissance, qui pousse fort en intensité, mais avec ici une vision, une envie, celui d'élever 24 mois des vins pour tempérer la matière. Moi j'aime bien cette idée-là, et d'une certaine manière, ce coteau des Treilles, si vous l'avez connu peut-être chez Jopiton, ici en fait c'est une version un petit peu XXL, XX long, on pourrait dire ça comme ça, de la matière, puisque en fait les 24 mois d'élevage ont permis un petit peu de tempérer. Alors pourquoi est-ce que ce choix a été opéré au domaine et par l'équipe et par Yvon qui a repris entre guillemets ce domaine et qui a sur 2019 et 2020 avec des tout petits rendements encore écrit une autre petite histoire de l'appellation de l'appellation et du coteau des Treilles. Mais ce qui est intéressant là, c'est la vision. C'est-à-dire moi j'aime les vins qui ont des très très longs élevages, des souvenirs de Ganva, des souvenirs de certains domaines comme ça qui font des très très longs élevages et dans lesquels en fait pour lui l'émotion et la sensibilité et le plaisir viennent avec le temps de l'élevage. Et donc ce coteau des Treilles 2018, c'est le premier millésime. D'une certaine manière, il n'est pas forcément encore complètement aux mains du domaine parce que la viticulture n'a pas été faite complètement par eux, mais ça a toujours été évidemment sous Jopiton extrêmement mené. Et derrière, là, on va rapporter en fait une petite connotation particulière. On va, d'une certaine manière, apporter un peu plus de vision encore à ce qu'on veut faire sur ces matières denses, puissantes, concentrées, assez percutantes, avec la minéralité évidemment des schistes d'Anjou noir, mais sur évidemment une ère nouvelle. Et donc j'aime bien cette idée, c'est que dans un univers, dans un plaisir, dans une intensité aromatique, il y a aussi des fois des choses qui changent. C'est un peu comme les grandes recettes qui fonctionnent très très bien chez les chefs, qu'on arrive à remettre un petit peu au goût du jour à un moment ou à un autre. Voilà, et donc c'était le premier vin. Le deuxième est une signature toscane absolument renversante, moi j'adore ça. Tenuta di Carleone, c'est un vin qu'on a présenté dans les coffrets de chef-d'œuvre il y a 2 ans pour la petite cuvée de Chianti Classico, qui était magnifique. Et ça s'appelle Uno. Ça, c'est une sélection massale parcellaire de Sangiovese en mode Sangiovese infusé. Avec un millésime en plus assez aérien, assez tendre. 2018, vous connaissez un petit peu, c'est un peu comme chez nous à Châteauneuf ou autre. On a affaire en fait à un millésime tout en délicatesse. Ça, c'est Ruby. Ça a des fragrances, vous allez voir, pour ceux qui ont cette bouteille, extrêmement orienté sur le fruit percutant, acidulé, un peu sucré, mais sans trop de douceur. C'est pas un vin qui a de la sucrosité en fait. C'est un vin qui a une grande persistance aromatique intense et qui a aussi en fait beaucoup de vibrations. Moi, je sais pas si on peut parler de vibrations dans ça, mais en fait, ça dresse un peu les poils comme ça. Et je trouve que cette cuvée de Tenuta di Carleone, qui est en fait un matériel végétal singulier sur la Toscane, permet comme ça de comprendre la magie du Sangiovese. En dehors, évidemment, de certains grands domaines iconiques, de Montalcino ou des secteurs privilégiés de Chianti. Là, on a affaire à des gens qui veulent faire des vins fins, longs, et pas des vins larges et épaulés. Et donc, c'est un petit peu mon message. Vous allez voir, ça se carafe 30 minutes, ça se boit, c'est saillant sur la bouche. Vous sentirez jamais de pénibilité dans ce vin. Juste du plaisir et de la longueur de bouche. C'est vraiment quelque chose de chouette. Enfin, si vous aimez évidemment les vins Sangiovese italiens de Toscane, faut que vous goûtiez ça. Ça s'appelle Uno et c'est Tenuta di Carleone 2018. Voilà, écoutez, il est 17h39. Il est temps pour nous évidemment de terminer ce live tranquillement et de vous dire merci. J'espère que vous avez passé un bon moment.
Voilà, les coffrets de chefs-d'œuvre, c'est un petit peu évidemment le moment chaque mois pour découvrir un petit peu des nouveaux plaisirs, de vous prendre un petit peu par la main et surtout vous inviter à goûter de nouvelles choses, parce que le vin sans l'histoire ou sans la stimulation, sans le copain qui vient vous dire faut que tu goûtes ça, etc., c'est moins savoureux. J'espère en tout cas avoir été le moteur de votre curiosité, de vous avoir pris par la main pour vous faire déguster de nouvelles choses. Voilà, on nous reste encore un petit peu de temps à passer, ce sera mon petit dernier message, ensemble, pour vous dire, accrochez-vous, c'est pour bientôt les nouvelles soirées, c'est pour bientôt la reprise évidemment des événements. On traverse un moment un peu pénible et c'est bien sûr le lot de tout le monde, mais on prend notre mal en patience. On espère en tout cas pouvoir très vite vous reproposer chez Chef d'œuvre beaucoup de soirées, beaucoup d'événements, d'expériences, tout ça. Sachez qu'en février, en tout cas, on fera des cours d'œnologie en présentiel chez Chef d'œuvre. Whatever, évidemment, the price, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que tout le monde puisse profiter, vivre ces moments autour du vin intense. En attendant, voilà les coffrets de Chef d'œuvre au mois de janvier. J'espère surtout que vous avez passé un bon moment avec ce live. Sur ces mots, je vous souhaite à toutes et à tous un bon dîner, un bel apéritif, une belle semaine surtout, et vous dis à bientôt autour d'un verre. Ciao.